Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour ce 4e webinaire organisé par Planeta, ayant pour thème la santé unique et le rôle de l'agriculture. Et en tant que président du conseil scientifique de Planeta, j'ai l'honneur de modérer les débats. Ce webinaire sera conduit en français et les interventions en anglais feront l'objet de traductions simultanées, dont vous avez dû avoir les coordonnées. En avant-propos, nous sommes très heureux d'accueillir le professeur Ratan Lal, prix Nobel, qui a fortement inspiré nos travaux vers la santé des sols et qui souhaitait vous faire part de sa vision. I want to congratulate the organizers for the 2020 Planet A Forum. I also want to thank them for inviting me to make some comments. Restoration and sustainable management of soil health and its functionality is more important now than ever before. When humanity is gripped by the COVID-19 pandemic, global warming, food and nutritional insecurity, and numerous ramifications of the Anthropocene. Healthy soil, through strengthening and provisioning of essential ecosystem services, is critical to the present and future generations. It's precisely in this context that observing 10 principles of soil science and their impact on humanity and nature are very pertinent to the ideal and missions of the Planet A Forum. Number 1, the health of soil, plants, animals, people, environment, and the planet is one and indivisible. Number 2, soil health and functionality are essential to local, national, regional, and global peace and stability through provisions of basic virtuals: food, feed, fiber, fuel, clean water and air, and livable environment. 3, people are the mirror image of the soil they live on. When people are poverty-stricken, desperate, and starving, they pass on their sufferings to the soil, and the degraded soil reciprocates. Number 4, just as there are universal rights of human and rights of animal, there has to be also rights of soil, rights of nature. Being the essence of all terrestrial life, soil must have rights: the right to be protected, the right to be restored, the right to thrive and managed judiciously. Number 5, sustainable management of soil health and agriculture have a bright future. More changes will occur between 2020 and 2050 than have happened over the past 12,000 years since the onset of settled agriculture. This message is important for our young scientists and researchers and professionals. They should know that agriculture has a bright future, and the future depends on them. Number 6, famines are man-made tragedies, and these famines can be eliminated forever by restoring and managing soil health. By restoring the health of soils and ecosystems, we can make famine and mass starvation politically intolerable, morally toxic, ethically unthinkable, and humanly unacceptable. Number 7, soil is a bank account. Therefore, it's not possible to take more out of a soil than what is put into it without degrading its quality and without jeopardizing its capacity to generate ecosystem services essential not only for human but also for nature. Number 8, marginal soils cultivated marginal inputs produce marginal yield and support marginal living. Therefore, it is very imperative that we must use premium soils by the best known scientific method and save marginal soils for nature conservancy. Number 9, soil is a source of sink of atmospheric CO2. It depends on its use and management. Mining carbon from soil by extractive farming has the same effect on global warming as that of fossil fuel combustion. But soil can be a sink if we manage it judiciously.
And finally, soils are integral to realizing the Sustainable Development Goals of the United Nations. Soils are essential to mitigating global warming. Soils are critical to improving the environment. And soils are absolutely essential to achieving world peace and harmony. Let's never forget it. Soil is life. There is no life without soil, and no soil without life. They are closely interacted, linked with one another. I wish you all the best at the Planetary Forum 2020. Thank you. Bravo pour tous les travaux qui vous avaient amené à avoir le prix Nobel il y a quelques années. Et je voudrais dire que la crise du Covid-19 a remis au premier plan les liens étroits qui existent entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale, et ce continuum entre animaux et êtres humains. Vous vous rappelez qu'une alliance a été instituée il y a 10 ans maintenant, en avril 2010 à Hanoï, entre l'OMS, la FAO et l'OIE, qui prône ce concept en fait de la One World, One Health, par une approche intégrée et unifiée de la santé aux échelles à la fois locales, nationales et mondiales, pour mieux affronter les maladies émergentes à risque épidémique et voire pandémique. Notre parti pris pour ce webinaire a été de mettre la santé avant la maladie, que de plus en plus de gens appellent la santé unique. Et oui, il devient de plus en plus évident que notre petite santé personnelle, si j'ose dire, ne saurait être déconnectée de celle des animaux, de celle des plantes, et qu'ils mangent, de la santé des sols qui les portent. Et nous, les humains, pas plus d'ailleurs que les animaux, que les végétaux, ne fonctionnons jamais de façon autonome. Ce que nous mangeons, ce que nous buvons, eh bien, c'est le vivant qui vient s'ajouter à notre vivant, à nous. Hein, les champignons du levain d'un bon pain, les ferments d'un bon fromage au lait cru, la minéralité d'une bonne farine, tout ça nous fabrique en permanence. Nous sommes, si j'ose dire, la somme de ce que nous mangeons. Notre vivant à nous a un besoin essentiel de ce grand vivant du monde. Or, depuis plus d'un siècle, nos systèmes agricoles et alimentaires ne vont pas vraiment dans ce sens. Et comme le professeur Rattanlal le rappelait, nous sommes face à l'émergence d'un cercle que je qualifierais de vicieux, qui partant d'une terre pauvre qui ne nourrit plus les hommes, eh bien les hommes deviennent de plus en plus pauvres, qui ne nourrissent plus eux-mêmes les territoires et qui ne nourrissent plus la terre, et donc qui s'appauvrit de plus encore. Et l'un de mes amis que je citerai, qui est Arnaud Daguin, dit toujours, il parle des sols vivants qui font des hommes vivants, qui font des territoires vivants. Donc, nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience que cette santé unique ne peut se fonder que sur des sols agricoles vivants, mais aussi sur une chaîne d'acteurs engagés pour organiser une souveraineté durable. Et donc, les personnalités présentes aujourd'hui se sont déjà engagées dans l'action depuis des années. Ils ont passé le stade de la compréhension de la problématique. Alors, avant de les présenter, je pense que la question de fond sera sur l'agriculture au cœur de cette réassurance, de cette chaîne vertueuse, et de voir quels sont les leviers qui sont les leviers d'intervention. Donc, nous avons convié aujourd'hui honneur aux dames Robin Alders. Robin Alders est reconnue à la fois dans son pays, en Australie, mais aussi dans le monde, pour ses travaux sur la sécurité alimentaire par l'amélioration de la santé des volailles dans les pays en développement et en aidant aussi les femmes défavorisées à fournir un soutien nutritionnel et financier adéquat pour ces familles. Nous aurons le docteur Bernard Schmitt, qui est chef de service de Bretagne Sud, endocrinologue et diabétologue, et qui nous expliquera un peu son parcours au-delà de la médecine. Thierry Lefrançois du Centre international de recherche agronomique pour le développement, qui a développé de nombreux concepts au sein du CIRAD de réseaux locaux et nationaux sur justement ce concept de santé unique. Et puis M. Robert Benamou, qui est le directeur général d'Arvalis
et qui, je sais, est aussi un professionnel du transfert de technologie. Donc, pour démarrer ce webinaire, eh bien, je vais leur donner à chacun la parole pour qu'ils expliquent un petit peu, je dirais, en quoi leur action est aujourd'hui, je dirais, à la fois significative et engagée sur la santé unique. Et je vais commencer par donner la parole à Bernard Schmitt. Bernard, vous avez eu donc l'occasion d'être médecin, mais je crois que la médecine est un des éléments de votre passion aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, est-ce que je peux avoir ma présentation sur l'écran? Merci. Donc, il y a une vingtaine d'années, j'exprimais ma lassitude en tant que médecin de prescrire des régimes et de répéter sans cesse le même discours à des patients diabétiques, obèses, cardiaques. Malgré leur bonne volonté, les consignes étaient vite oubliées et la très grande majorité d'entre eux reprenaient leurs mauvaises habitudes antérieures dès que l'on relâchait la bride. Du coup, j'avais conclu qu'il serait finalement plus facile de faire du régime aux animaux plutôt qu'aux patients pour obtenir une alimentation équilibrée et de qualité, sans devoir pour autant modifier les habitudes alimentaires de mes patients. Diapositive suivante. Dans un premier temps, diapositive, voilà. Dans un premier temps, nous avons identifié que la carence chronique en acides gras polyinsaturés oméga 3 était à l'origine des maladies cardiovasculaires, du diabète et de l'obésité. Et pour confirmer cela, nous avons donc mené un certain nombre d'études, de nombreuses études cliniques et zootechniques, dont je rappelle ici quelques résultats. La première, l'étude Princeps, c'était sur les effets sur la santé humaine d'un enrichissement en oméga 3 par une alimentation des animaux qui était modifiée par un apport en graines de lin extrudées, les graines de lin étant particulièrement riches en oméga 3. Diapositive suivante. Et ce que nous avons pu constater, voilà, ce que nous avons pu constater, c'est qu'un régime de ce type-là permettait de doubler le taux des oméga 3 et de diminuer les oméga 6 à la fois dans le sang et dans les parois lipidiques des cellules des consommateurs, ce qui était un gage d'une prévention de très nombreuses maladies métaboliques et cardiovasculaires, voire cancéreuses. Diapositive suivante. Autre étude que nous avons menée, c'est l'étude où on faisait consommer directement aux patients des graines de lin extrudées par le biais d'un pain enrichi en graines pour lutter contre l'hypercholestérolémie. Et comme vous pourrez le voir, eh bien, le fait simplement de donner 80 grammes de pain sans aucune autre modification du traitement de ces patients permettait de diminuer de 8% le cholestérol total et celui que l'on appelle le mauvais cholestérol, et de diminuer de 35% les triglycérides dont on connaît effectivement l'importance dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'était un véritable succès. Et puis, diapositive suivante. Diapositive, voilà. Nous avons également fait une étude chez le diabétique. Et chez le diabétique, nous voyons ici sur cette diapositive que le fait de donner des régimes de type bleu-blanc-cœur, donc avec des oméga 3, permettait de réduire grosso modo de 30% les besoins en insuline pour équilibrer un diabète. Et sur la partie droite, vous voyez les courbes glycémiques avant, pendant et après cette expérimentation qui permettait de montrer à quel point on était efficace en termes de contrôle du diabète. Diapositive suivante.
Enfin, nous avons fait une étude sur l'évolution du poids chez des obèses. Il y avait des obèses qui avaient un régime standard, c'était en jaune, et un régime de type bleu-blanc-cœur riche en oméga 3 en vert. Eh bien, si tout le monde a perdu pendant la période de régime, ce qui est logique, après, une fois que les gens reprenaient une alimentation libre, on voit que ceux sous régime standard avaient une reprise de poids, et c'est ce que nous appelons le phénomène yo-yo, très bien connu des diététiciennes et des médecins nutritionnistes, alors que les gens qui avaient un régime de type bleu-blanc-cœur ne reprenaient pas de poids. Alors, diapositive suivante. Voilà. Pour confirmer un peu notre travail, nous avons voulu voir s'il s'agissait effectivement d'une filière agroalimentaire vertueuse qui pouvait préserver la qualité de notre environnement. Et pour cela, nous avons mesuré la quantité de méthane émise par le cheptel de vache. Là, vous voyez ici une manière de recueillir le métal par un trocar à l'intérieur de la panse de la vache. Diapositive suivante. Et ici, sur cette étude que nous avons menée, vous voyez que plus on augmente la concentration de graines de lin extrudées dans l'alimentation de la vache, plus on a une diminution de la quantité de méthane émise, et cette quantité peut diminuer jusqu'à moins 37% de méthane émis avec ces graines de lin. Et parallèlement, on voit que la production laitière et que la production protéique de la vache restent tout à fait constantes, ce qui veut dire qu'on a nettement amélioré le rendement de la vache. Diapositive suivante. Nous avons également voulu voir quel était l'impact de notre alimentation sur les émissions de CO2, et cela à travers 8 régimes différents. Et ces aliments étaient analysés dans le cadre d'un cycle de vie complet, depuis la fabrication jusqu'à la disparition, ou en tout cas le rebut des aliments en question. Eh bien, nous voyons que ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le régime le plus rentable en termes environnementaux, c'est le régime tel qu'en France, nous appelons le régime PNNS, c'est-à-dire le régime préconisé par le Plan national nutrition santé, mais ce régime qui était décliné en bleu-blanc-cœur, c'est-à-dire enrichi en oméga 3. Donc nous avions également la confirmation de cette plus-value de ce type de régime. Et diapositive suivante. Diapositive suivante, voilà. Et dernière innovation, nous avons réalisé un compteur permettant aux producteurs, aux agriculteurs, mais également aux consommateurs qui en font la demande, de mesurer l'impact de leur alimentation en émissions de CO2. Et vous avez ici l'impact en termes de réchauffement climatique, l'impact en termes de biodiversité, l'impact en termes de nutrition santé. Donc, ceci est à la disposition de ceux qui en font la demande. Diapositive suivante. Alors aujourd'hui, le logo de notre filière alimentaire, bleu-blanc-cœur, témoigne de cette démarche, puisque ce que nous avons voulu mettre en exergue, c'est que c'est bon pour la terre, pour les animaux et pour les hommes. Alors, Hippocrate disait « Nous sommes ce que nous mangeons ». Je dirais, moi, que nous sommes surtout ce que tous les maillons de la chaîne alimentaire, depuis le microbiote du sol jusqu'aux plantes et aux animaux,
ont absorbé, consommé, transformé, digéré et finalement transmis jusque dans notre assiette, notre identité physique, mais aussi notre identité sociale, est le résultat de cette alchimie complexe développée tout au long d'une formidable aventure biologique. Et diapositive suivante. Diapositive suivante. Voilà. Car pour moi, la santé, c'est une et fédératrice, One Health, c'est l'âme de la maison commune où nous vivons, et c'est aussi le reflet de notre comportement. Et cette santé ne s'obtient pas seulement à coup de médicaments, elle est le fruit d'une responsabilité individuelle et collective pour assurer le meilleur à tous les échelons. Je vous remercie. Je dirais que cette initiative, c'est une initiative du médecin malgré lui, c'est-à-dire d'apporter en fait la santé par une notion de pousser plutôt que de tirer. Et donc, on y reviendra. Je crois que ça fait 20 ans que vous avez engagé cette initiative. Tout à fait. Passer la parole à Robin. Robin, that's something sounds for you, this kind of approach. Et nous voudrions avoir votre vision, puisque vous êtes partie des agriculteurs et des agricultrices qui pour vous sont les acteurs de cette démarche. Robin, I give you the floor. Excellent. Okay. Hopefully you're all with me now. Bonjour, and thanks so much to Planet A for enabling me to be part of this important discussion about the vital contribution of family farmers and fishers. This is one of my favorite ways of displaying this diverse world of ours, as it provides an accurate representation of the area of countries, continents, and oceans. Many of you joining this forum will not be surprised to learn that approximately half of our habitable land is currently used for some form of agriculture. At a global level, most farms are still owned and managed by families. Frequently, generations of the same family have farmed the land with great love and pride in their produce. However, when it comes to agricultural land, family farmers now manage only around 50%. Overfishing of global marine fish stocks has been making headlines for a number of years now. However, for families who have fished for centuries in their traditional fishing areas are unlikely to have caused this situation. Given the importance of agricultural land and fresh and marine water, why is it that both farmland and water quality is declining? The problems are known, but they remain, as yet, largely unchecked. In many countries, especially in high-income countries such as Australia, the number of family farmers has decreased significantly over the past 2 decades. Poor farm gate prices have certainly contributed to this situation. With decreasing numbers of farmers and a growing divide between rural and urban populations, the link with where and how food is produced has been lost for many consumers. One of the consequences of this growing divide is that the comprehension of the important role that farmers and fishers play in keeping us all alive and healthy has diminished. Food is now traded as an economic commodity rather than an essential contribution to health and well-being. The push to achieve larger yields of staple crops has seen the density of essential nutrients decreased while energy concentrations increased.
The changing genetics of meat chickens combined with changing feed rations has significantly altered the nutrient composition of the birds. The broiler from the 1970s that was recommended as healthy is no longer common today. Likewise, farmed fish on the whole have poorer nutrient profiles when compared to their wild capture cousins. During the 20th century, we were busy dividing up foods and knowledge into different components. In the 21st century, we are seeing the impact of poor diets on our health and the health of our planet. It's now time to start putting our food system back together with a focus on the health of each component. This need for a holistic, integrated systems approach to achieving the second Sustainable Development Goal of zero hunger was the focus of our 2020 Global Hunger Index essay titled One Health, Zero Hunger. Our essay highlighted two key points. Firstly, that family farmers and fishers are key to achieving the Sustainable Development Targets. And secondly, that we need to value food differently. As discussions advance in relation to circular economies, we need to focus on circular food economies that value all key inputs, including labor, nutrient profiles, and soil and water health. I'd like to share with you some of the lessons we are learning in Australia in relation to sustainable food production. Ours is an ancient continent with the oldest continuous human civilization in the world. Aboriginal Australians have a deep understanding of their environment and the need to live in harmony with it. According to their worldview, people and country are one, as depicted in this fabulous illustration of the Dreamtime. As we all know, the British beat the French only by a few weeks to claim Australia for their sovereign, while also forgetting to check with the locals if it was okay. It's now just over 230 years since colonisation, and as a result of extracting farming practices, 50% of our soil carbon has been lost. However, I'm pleased to say that farming families who are in tune with their land realised that something needed to change, and increasing numbers of family farmers are transitioning to regenerative agriculture. We are also, albeit slowly, increasingly recognising the deep knowledge held by traditional custodians in relation to the health of our environment. In Australia today, family farmers are the custodians of large tracts of land and feel the responsibility that comes with this role. Likewise, farmers and fishers globally care for much of our planet. My question to you now is, who is caring for the farmers and the fishers? Your participation in the forum today gives me hope, and my hope is that it may well be you who wants to care for them. Here's 4 suggestions from me as to how we can implement our duty of care. 1, value family farmers and fishers as if our lives depended on them, as in fact they do. Work to ensure that the remuneration for their services to society allows them to care for their families and their country. Where farm sizes or circumstances are simply no longer compatible with earning a decent income, then pathways are required to enable families to transition to new livelihood activities. And lastly, and possibly most importantly, farmers and fishers must be seen as essential actors in health systems. If people are starving, then there's little that doctors and nurses can do if there's no safe food or water. Building policy frameworks that enable human health services to coordinate with those who grow our food and tend much of our environment is essential to deliver sustained health and well-being for us and for our planet. Many thanks for your time and your interest.
Et je crois que votre intervention est très inspirante et éclairante sur la nécessité d'avoir, je dirais, l'ensemble des partenaires réseau depuis la Terre jusqu'à la fourchette, si j'ose dire, afin que l'action soit complète. Monsieur Lefrançois, je voudrais vous donner la parole parce que au sein du CIRAD, les expériences sont déjà fortes et longues sur cette logique de connexion et j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus précisément. Je m'excuse, à chaque fois je m'en vais parce que les raisons techniques le justifient, mais je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Bonjour à tous, merci aux organisateurs pour cette invitation. Donc la première diapositive, s'il vous plaît. J'ai un problème technique et je ne peux pas les présenter. Alors je commencerai en fait par reprendre le premier principe qui a été cité par le professeur Ratanlal, la santé des sols, des plantes, des animaux, des personnes, de l'environnement et de la planète est une et indivisible. Et je vais essayer de l'illustrer par ma propre expérience, en fait, et par ce que nous développons actuellement au CIRAD, dans un contexte de recherche agronomique pour le développement. Alors, j'ai commencé des recherches il y a à peu près 30 ans sur la physiopathologie comparée de la maladie d'Alzheimer, donc une maladie humaine, et la tremblante du mouton, maladie animale, où j'ai étudié, ce qu'on voit sur cette diapositive, essentiellement l'interaction entre le pathogène et l'autre qui était l'animal ou l'homme. C'était ce qu'on appelle la médecine comparée et ce qui a été la base de ce qu'on appelle aujourd'hui le One Health ou une seule santé. Mais ça n'était que partiellement du One Health. Alors j'ai continué en Afrique sur la trypanosomose animale et la maladie du sommeil, donc deux maladies aussi homme et animal et aussi avec le même pathogène, mais cette fois avec l'intervention d'un vecteur que sont les mouches. Et puis après, dans la Caraïbe, sur les tiques qui transmettent un certain nombre de maladies. Alors, prochaine diapositive. Les tiques, comme les mouches ou comme les moustiques, sont un acteur supplémentaire à cette interaction entre l'ensemble des acteurs, pathogènes, hôtes, et puis environnement. Quand on commence à s'intéresser aux tiques, obligatoirement, on va s'intéresser à l'environnement dans lequel ils sont, qui va déterminer leur nombre, leur présence, le contact avec les animaux. Et donc, évidemment, il va falloir commencer à prendre en compte l'ensemble des acteurs d'un territoire, le climat, l'environnement, le sol, le système d'élevage, qui vont jouer sur le contact possible entre le pathogène, le vecteur et l'homme ou l'animal, et donc déterminer la maladie ou pas, et l'état de bonne santé. Prochaine diapositive. C'est donc la base de ce qu'on appelle le concept One Health, qui a été déclaré par une tripartite que sont les organisations internationales, OIE, OMS et FAO, en 2010, qui ont bien inclus l'association de la santé humaine, de la santé animale et de l'environnement. Mais l'histoire nous montre, en tout cas ces 10 dernières années, nous montre que le parent pauvre de ce concept actuellement reste quand même clairement l'environnement, mais aussi le fait d'approcher cette problématique avec une idée pluridisciplinaire et en associant l'ensemble des acteurs. Prochaine diapositive. C'est pourquoi au CIRAD, nous avons développé de plus en plus de projets, effectivement, de santé intégrée allant dans ce sens, afin d'appuyer les acteurs pour transformer durablement les systèmes agricoles et améliorer globalement la santé des territoires. Par exemple, nous avons mis en place depuis un an un projet qui s'appelle Santé Territoire, qui est un projet de développement financé par l'AFD et puis la Commission européenne sur plusieurs zones du Sud, au Sénégal, au Bénin, au Laos et au Cambodge. Le principe est véritablement d'associer l'ensemble des acteurs d'un territoire à l'analyse par eux-mêmes et en groupe de la construction de l'approche globale de la santé de ce territoire qui les concerne tous. Prochaine diapositive. Une extension de ce projet a été mise en place aussi en France métropolitaine et nous travaillons actuellement sur un cas d'étude dans le territoire des Grandes Causses avec le projet Sanseo qui est financé par la Maison des sciences de l'Homme Sud. Et nous y interrogeons en fait les impacts locaux de l'intensification agricole, du changement climatique et des diverses modalités que peuvent prendre l'aménagement du territoire sur la santé des hommes, la santé des animaux et des écosystèmes.
Vous imaginez bien en fait que dans un parc naturel régional comme les Grandes Causses, on associe l'activité agropastorale, sédentaire ou transhumante, qui permet de maintenir des espaces ouverts avec un développement important de la biodiversité autour des pâturages de troupeaux, en l'occurrence des ovins. Et puis les producteurs fournissent le lait pour la fabrication du roquefort. Et cette activité est très liée au pastoralisme, mais aussi au tourisme, qui est une activité importante pour la région. Donc, dans ce contexte, toute maladie, et en particulier le parasitisme et les tiques et maladies transmises, peuvent avoir des impacts à la fois sur la production, les performances, donc la production de lait, mais aussi quand sont des zoonoses, donc maladies transmises de l'animal à l'homme, sur la santé des hommes. Et avec le changement climatique, l'augmentation de ces tiques et des maladies qu'ils transmettent va faire que la gestion par l'homme sur ce territoire de ce problème va induire l'utilisation probablement parfois abusive d'acaricides et donc des contaminations chimiques de l'environnement, de la biodiversité locale et un impact sur la qualité des ressources naturelles renouvelables. Prochaine diapositive. On est allé un peu plus loin sur ce territoire et on a démarré des entretiens d'acteurs, de l'ensemble des acteurs du territoire, donc les éleveurs, les vétérinaires, les associations, les médecins, les gestionnaires du parc, pour avoir leur vision d'abord individuelle puis collective de la santé du territoire et des enjeux qui sont associés à la lutte contre le parasitisme animal et contre les tiques. Puis on a organisé des ateliers complets pour pouvoir identifier globalement quels sont les besoins d'accompagnement pour les pratiques et pour modifier ces pratiques afin de mieux surveiller et contrôler les tiques et maintenir globalement un état de santé du territoire. Enfin, on est en train de mettre en place maintenant des jeux sérieux à faire avec l'ensemble des acteurs pour explorer les différentes possibilités de gestion des risques associés aux tiques et accompagner les changements de pratiques que cela implique pour les éleveurs, mais pas seulement pour les éleveurs, pour l'ensemble des acteurs, encore une fois, du territoire, afin d'avoir une vision commune d'un territoire en bonne santé. Prochaine et dernière diapositive. À travers cet exemple dans un territoire donné, vous voyez bien que les questions de santé, agriculture, environnement et territoire doivent être abordées comme un sujet dans sa globalité, complexe au sens de ce que dit Edgar Morin, et donc à analyser non pas secteur par secteur, discipline par discipline, acteur par acteur, mais dans sa globalité et sa complexité, si on veut avoir une chance d'avancer vers des territoires et des socio-écosystèmes qui vont être peu favorables aux émergences de maladies telles qu'on les voit actuellement et qui vont être durables pour tous, pour l'homme, l'environnement, les animaux, les plantes, le sol, bref, pour la planète. Je vous remercie pour votre attention. Thierry, et nous reviendrons sur cet aspect de l'interaction entre les différents acteurs et ce lien qu'il peut y avoir à la fois entre l'interaction et le foisonnement et les objectifs de chacun de ces acteurs. Donc, je vais donner la parole à Norbert Menaboul qui, lui, a géré le privilège et le rôle de piloter une logique agricole et une filière agricole qui est le végétal. Et donc, je vous laisse la parole pour que vous nous expliquiez un petit peu comment Arvalis envisage la santé unique. Merci tout d'abord à Planeta de m'avoir invité aujourd'hui. Alors, nous ne pilotons pas vraiment une filière agricole. Nous sommes là au service de la filière agricole. Pour entrer dans le débat, en fait, il est clair que la pression exercée par l'homme sur son environnement, que ce soit l'extension des zones urbaines, l'augmentation des gaz à effet de serre, la baisse de diversité climatique et son incidence sur la santé humaine sont désormais bien clairs pour tous, bien identifiés. L'agriculture, qui est en prise directe avec la nature, est particulièrement impactée depuis le début des années 2000 par tous ces dérèglements. Et elle fait actuellement face à deux enjeux essentiels en lien avec cette santé unique de la planète. Des enjeux de durabilité,
Comment faire pour avoir une production rentable en quantité, qualité, adaptée aux besoins pour éviter la malnutrition, pour éviter la famine, sans effet indésirable sur la société humaine et sans effet indésirable sur l'environnement. Il y a également un deuxième enjeu qui est la résilience. Comment, face à ces dérèglements, pouvoir supporter des chocs majeurs, qu'ils soient sanitaires, climatiques, environnementaux, voire même économiques. Et c'est vrai que l'année 2020 illustre tous ces enjeux et toutes les dimensions de ces enjeux. L'agriculture que l'on voit émerger depuis quelques années s'appuie en fait sur une diversité des systèmes de production et des techniques qui dépendent des potentiels territoriaux. On s'éloigne de plus en plus de modèles génériques prêts à l'emploi que l'on va pouvoir déployer sur l'ensemble du territoire pour aller vers du sur-mesure dans chaque situation. Dans ce contexte, Arvalis, qui est un institut technique au service des grandes cultures, alors pas de toutes, mais le céréales à paille, fourrage, maïs, pommes de terre, lin, nous accompagnons ces filières agricoles dans une profonde transformation. Et pour ce faire, on cherche à mobiliser tous les leviers possibles. Alors les leviers, tout d'abord, il y a des leviers, je dirais, un peu unitaires, atomiques, autour de la génétique, l'agronomie, la protection intégrée de la culture, l'agroéquipement, le couplage de tout ça avec des outils d'aide à la décision pour piloter les exploitations. Et plutôt que de rentrer dans ça, je vais juste prendre un exemple. Je prends l'exemple de Mileos, qui est un outil pour la culture de pommes de terre. Il s'agit d'un outil de prévention qui permet de positionner au mieux les traitements contre le mildiou. Alors, mildiou, maladie principale pour les cultures de pommes de terre, sans risque pour la production, en fonction de la météo, du choix de variétés cultivées, des dates de plantation, de levée, de la croissance des plantes, de l'état sanitaire au sein de la parcelle, aussi alentour, et également des interventions réalisées par le producteur, traitement, éventuellement irrigation. Il aura fallu à peu près une dizaine d'années pour développer un outil, non seulement qui intègre des modèles performants du développement de la pomme de terre et du développement de la maladie, le mildiou, mais aussi qui lève les freins au déploiement de ces outils. C'est souvent quelque chose qu'on oublie, c'est les freins au déploiement qui doivent être vraiment abordés pour permettre aux producteurs de les utiliser. Du point de vue technique, comme premier frein, on avait la disponibilité des données météo dans des conditions satisfaisantes pour les agriculteurs. L'arrivée sur le marché de stations météo automatiques à bas prix et de bonne fiabilité a largement contribué à lever ces freins ces dernières années. Du point de vue humain, il est aussi essentiel de collecter les données d'observation pour permettre la contextualisation. C'est bien d'observer sa parcelle, mais si on ne sait pas ce qui se passe à côté, on a véritablement du mal à se projeter et à décider du traitement ou non. En ayant cherché à lever ces freins, maintenant, Mileos, en 2020, est utilisé sur 60% de la production française de pommes de terre, c'est-à-dire 90 000 hectares. Il permet en fait une réduction de 25% de l'utilisation de fongicides, ce qui représente une économie à peu près de 100 € l'hectare. L'impact en pratique est donc, d'une part, des cultures en bonne santé, d'autre part, une utilisation réduite de produits phytosanitaires, donc moins de risques de transfert à l'environnement, et sur le plan économique, des économies, mais sans baisse de rendement. Donc, baisse des coûts, baisse de rendement. Donc, du point de vue de l'alimentation et de satisfaire les besoins alimentaires, on reste sur une démarche fortement positive. Comme le montre cet exemple, les innovations que l'on cherche à développer désormais sont des innovations que l'on doit évaluer à la fois en termes de performance et d'impact. C'est à la fois la combinaison d'une performance technique, d'une performance productive et d'un impact, qu'il soit environnemental ou sanitaire.
Pour réaliser ces évaluations au niveau des exploitations, nous menons également des essais de longue durée en inter-institut. C'est bien de le faire sur la pomme de terre, c'est vrai qu'on peut le faire sur notre seul institut, mais de plus en plus, on doit aller vers des systèmes qui sont interfilières, intercultures, et on travaille beaucoup avec les oléoprotéagineux, la betterave, mais également l'élevage. Et nous développons des outils que nous cherchons à mettre à disposition d'éditeurs logiciels qui vont leur permettre de les intégrer dans leurs propres outils. Et on se retrouve par exemple autour du label bas carbone à fournir des outils d'évaluation, de diagnostic qui vont pouvoir être intégrés par ces éditeurs. Donc là, il s'agit d'une illustration du type d'évolution que l'on peut faire si l'on veut accompagner la transformation, la transition agroécologique et le déploiement de systèmes agroécologiques. Et c'est véritablement indispensable pour aller dans cette vision de One Health, de santé unique, où toutes les dimensions sont intégrées les unes aux autres. Je voudrais en conclusion quand même rappeler que l'agriculture est d'abord une activité économique qui cherche à produire de l'alimentation, qu'elle soit humaine, animale, et qu'elle répond de plus en plus à des cahiers des charges qui proviennent de l'aval des filières et qui s'inscrivent dans des réglementations. Et la véritable garantie du One Health, elle passe quand même par ces cahiers des charges et par cette réglementation. Il faut des cahiers des charges et des réglementations responsables et réalistes pour que les agriculteurs puissent s'en emparer et développer les innovations, développer les systèmes qui vont leur permettre de contribuer efficacement à la santé unique. Je vous remercie. Mahmoud, cette contribution qui effectivement montre que, et c'est un débat qui est intéressant sur la normalisation et la nécessité de créer en fait un certain nombre de règles pour conduire en fait cette dynamique. Regarde vos différentes expériences. I will switch in English for Robin. And regarding your different experience and commitments, and I would like to ask you two main questions about scale effect and how to change the scale, and also how to involve the different actors along this chain, this virtuous chain we were speaking about. Bernard was speaking about the time he needed for this organization to create the movement. 20 years. 20 years for, I don't remember, but maybe for 2, 3, or 4 products. Let's imagine, I just want to, how do you say, create an exercise between ourselves. Let's imagine we are in 2030, 10 years after, and let's imagine that 80% of the food on the world is now in coherency with your commitments, with your actions. What happened during these 10 years, according to you? What are the main actions which were needed to do to create this move, this main move? This is my first question. And the second one is about the way of creating this synergy between the actors and how we can involve not only the farmers, as Bernard said and Robin said as well, but also food processors, politicians, consumers, and to be sure that agriculture is not the only dynamic, but the whole actors could be the dynamics. So, scale effect and people involvement. Who want to start? Bernard? Je peux, oui, je vais donner un peu mon expérience. Ça fait 20 ans que nous travaillons avec la filière bœuf blanc-cœur
Et en 20 ans, nous avons essayé de pénétrer d'abord le marché français, puis un certain nombre de marchés à l'extérieur. Et actuellement, nous avons 8 ou 9 pays qui ont adhéré à cette filière. Je cite comme ça au hasard Madagascar, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, etc. Cette manière de procéder nous a obligés à intégrer dans le conseil d'administration et dans la manière de faire de la publicité pour cette manière un certain nombre d'acteurs. Et actuellement, dans la gouvernance de l'association, nous avons un collège de producteurs végétaux, un collège de producteurs animaux, un collège de transformateurs, un collège sur l'international avec des représentants de différents pays, dont des Belges, des Allemands. Et puis, nous avons un collège de professionnels de santé. Actuellement, nous avons près de 2000, rien qu'en France, 2000 professionnels de santé qui adhèrent à notre vision des choses. Et nous demandons à chacun d'être en quelque sorte un ambassadeur autour de lui pour promouvoir ce type d'alimentation. À titre d'exemple, et c'est un peu humoristique, mais c'est quand même un exemple tout à fait caractéristique, nous avons un certain nombre de pharmaciens qui vendent dans leur pharmacie des œufs bleu blanc cœur, car les œufs sont les plus riches en oméga 3 et en particulier en DHA, qui est l'oméga 3 le plus efficace sur le plan santé. Donc, on voit bien qu'il y a une démarche qui commence à être efficace, à être connue. Nous avons à peu près 15% de la production porcine de France sous le label Bleu Blanc Cœur. Alors, l'autre aspect, c'est d'intervenir au niveau des transformateurs et toutes les grandes chaînes. Alors, en France, c'est Carrefour, c'est Intermarché, etc., ont des produits Bleu Blanc Cœur avec un logiciel qui nous permet, en tant que consommateur, là où on se trouve, de savoir où il y a des magasins et quels produits on peut trouver dans un périmètre accessible par rapport à l'endroit où on se trouve. Et puis, grosso modo, voilà, on a des techniques. Mais je rappelle quand même que ça fait 20 ans et qu'en 20 ans, eh bien, c'est difficile, c'est dur. On se heurte à des lobbies contradictoires et il faut absolument lutter en permanence pour faire admettre ce concept de One Health et pour faire admettre que la nutrition fait partie de notre démarche de santé. Jean-Pierre, on vous entend pas. On vous entend pas. Excusez-moi, je n'avais pas activé mon micro. Excusez-moi. Oui, vous demandiez la parole à propos de l'intervention de Bernard Schmitt. Oui, je voulais éventuellement compléter un petit peu le propos et puis par rapport à votre question, c'est-à-dire que on voit qu'il y a des initiatives et qui sont toutes dans le temps long qui fonctionnent, et le temps long avec des multiples acteurs sur soit un produit, soit un territoire. Et je pense qu'il faut passer à une autre échelle. Si on veut cette projection à 2030 et avoir le rêve dont vous avez parlé, il faut probablement passer à une autre échelle et à un moment donné institutionnaliser les approches One Health. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives institutionnelles qui existent. Alors je citerai par exemple les plateformes nationales d'épidémiosurveillance en santé animale et en santé végétale actuellement, qui ont été mises en place par la DGEL et qui associent bien les acteurs privés de la surveillance. C'est un exemple. Il y a plein d'autres initiatives et l'initiative autour d'une filière a été citée. Les chercheurs
font de plus en plus d'approches intégrées de la santé, et on le voit ne serait-ce que par les publications qui sortent, qui ont multiplié par 100 sur les approches One Health en 15 ans. Donc, on a pas mal de choses, mais il faut passer au lien entre professionnels, chercheurs et décideurs, et donc au lien politique. Et donc, pour moi, on est à une étape où il faut institutionnaliser, il faut qu'il y ait des approches interministérielles au niveau français de cette approche One Health. Et au niveau international, il commence à y avoir des initiatives, et au Forum de la paix en novembre, le ministère des Affaires étrangères français et allemand ont annoncé la création, par exemple, d'un haut conseil d'experts pour les approches One Health en lien avec la crise. Donc, ce haut conseil servirait d'appui aux organisations internationales et aux pays pour mettre en place cette approche One Health de façon véritablement incitative pour l'ensemble du monde. Donc, on doit passer à ce côté, à mon avis, institutionnel, qui ne doit pas empêcher les initiatives à toutes les échelles que vous avez citées, hein, local, territoire, département, national, régional, multi-pays et international. Alors, institutionnaliser, c'est un élément. Oui, Robin, justement, j'allais vous donner la parole parce que on parle d'initiative. We are speaking about initiative. How can we involve more and more farmers in such initiative? Even if we have an institutionalization system, how can we involve more farmers on this kind of initiative? On ne vous entend pas. On ne vous entend pas, Robin. En attendant que le son revienne chez Robin, Monsieur Benhamouk, je voudrais vous interpeller sur justement, Thierry parlait de l'institutionnalisation et vous nous avez parlé tout à l'heure de la mise en place, je dirais, de normalisation. Est-ce que vous pensez que ce sont des éléments qui permettent effectivement ce fameux passage à l'échelle qui permettrait d'assurer en fait, au-delà de quelques initiatives, on va dire, de filières, d'avoir l'ensemble de filières qui puissent être engagées dans une telle démarche? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on peut toujours avoir des projets, des initiatives ponctuelles s'il n'y a pas un cadre qu'il soit au niveau de cahier des charges, de standards, ou d'accompagnement politique avec la PAC, des paiements de services écosystémiques, enfin, quelles que soient les incitations qui existent, en l'absence de ces incitations, quelle que soit la bonne volonté des agriculteurs, la réalité reste quand même l'équilibre économique de l'exploitation. Et on est en nécessité de trouver une solution avec un équilibre économique. Donc, je crois que tous les agriculteurs sont des citoyens, ont conscience des enjeux et veulent s'insérer là-dedans, mais en même temps, ils ne peuvent le faire qu'à condition d'être dans un environnement qui leur permet d'en vivre. Si on n'arrive pas à avoir un équilibre financier en tant qu'entrepreneur, un agriculteur est un entrepreneur, il n'y a pas possibilité d'évoluer. Donc, d'où l'importance des normes, d'où l'importance des cahiers des charges et d'où l'importance de l'accompagnement réglementaire. Est-ce qu'on a retrouvé Robin? Robin? Oh my God. Je vous propose de continuer sur cet aspect de l'effet d'échelle et en particulier sur le fait que on parle effectivement de l'implication des acteurs, mais c'est vrai que, et vous nous l'avez montré, Thierry, dans votre présentation, il y a un foisonnement à la fois d'activités, un foisonnement d'acteurs. Au-delà de cette logique d'institutionnalisation dont on parlait, quelles seraient les quelques grandes actions qu'il faudrait, qui soient fédératrices, si j'ose dire, de l'ensemble de ces acteurs, depuis
le fermier, le transformateur, le politique et le consommateur. Est-ce que je Bernard. peux... Oui, allez-y, allez-y. Oui. Ce que j'ai constaté depuis de très nombreuses années, c'est l'existence de nombreux lobbies qui sont souvent concurrentiels. J'en veux pour preuve au moment de la discussion en France sur les états généraux de l'alimentation, et nous avons vu différents courants s'opposer de façon assez virulente, avec finalement des prises de position ministérielles qui n'ont satisfait personne parce que il n'y a pas eu de consensus au niveau des acteurs pour déterminer une vision assez claire. Et par exemple, au niveau de Bleu Blanc Cœur, nous en avons fait les frais parce que nous étions en concurrence avec d'autres labels, notamment, qui voyaient d'un mauvais œil la progression de cette notion de One Health avec prise en compte de tout l'ensemble des éléments parce qu'on marchait un petit peu sur leur plate-bande. Donc, il faut tenir compte de cet aspect concurrentiel et il y a là des négociations extrêmement difficiles quelquefois pour accepter, pour faire accepter que finalement on puisse avoir des angles d'attaque différents pour progresser sur une même perspective et une même philosophie. Le deuxième point que je voulais signaler, c'est qu'il existe quand même au niveau, ne serait-ce que pour le cas de la France par exemple, comment rentrer dans le cadre de l'application de la loi Egalim, c'est-à-dire de la loi qui réglemente les conditions notamment de mise sur de possibilités d'alimentation de toute la restauration collective et notamment de la restauration scolaire, ce qui est un énorme marché et qui peut être aussi un moteur extrêmement important sur la promotion de ce type d'alimentation. Et là, nous avons été d'emblée exclus des 50% de produits disons, bons pour la planète parce que il y a eu là encore des lobbies qui se sont opposés à notre candidature. Alors on l'a contourné, maintenant on est admis dans ces aliments qui sont reconnus comme favorables à l'environnement, mais ça a été une lutte assez importante, ce qui montre bien qu'il ne suffit pas de claquer dans les doigts pour que ça marche. Il faut en permanence essayer, comme le disait, je pense, Thierry Lefrançois, il faut essayer de trouver les canaux dans lesquels on puisse prendre une position qui nous permette d'atteindre les cibles politiques, parce que c'est très politique, nationales et internationales, pour faire avancer cette notion que nous défendons ici. Monsieur Lefrançois, Monsieur Benamou, vous pouvez rajouter quelque chose? Peut-être un petit point, enfin, ça a été évoqué très légèrement, mais sur lequel j'aimerais insister, c'est éducation. C'est éducation, c'est vraiment le mot-clé certainement, et c'est pas que l'éducation à l'approche modèle. Je pense qu'on est dans un cadre plus large d'éducation à la pensée complexe. C'est-à-dire arrêter de travailler et d'éduquer secteur par secteur, discipline par discipline. Il y a d'autres pays qui le font quand même de façon assez différente de la France. Je ne dis pas que c'est obligatoirement des modèles, mais peut-être inspirons-nous un peu de ces approches un peu plus multisectorielles, multidisciplinaires qui existent dans l'éducation ailleurs. Voilà, je pense que ça nous aiderait. Normalement, Robin devrait nous rejoindre, mais elle a posté un élément, je vous donne la parole, M. Benamou, sur le fait qu'effectivement, une grande partie de l'efficacité du résultat viendra sur la
la connaissance des consommateurs sur leur propre physiologie nutritionnelle. Donc, effectivement, je me permets, M. Benhamou, de donner la parole à Robin parce que la pauvre a eu quelques difficultés. On reviendra vers vous après. Oui, Robin, on vous écoute. Well, let's see. Can you hear me this time? Yes. Yo, excellent. Thanks. Sorry, not only did I have language problems, but also connectivity problems here. Thanks so much. I think in France, involving farmers in your discussion will be a little easier. In Australia, farmers are sometimes a little reluctant to engage with health experts because they sometimes feel that health experts make statements that down the track don't always prove to be accurate. For instance, there were many statements about fat being bad for people, but now the American Society of Nutritionists has actually said, well, actually, maybe sugar is more of a problem than fat. But they never said sorry to the farmers who saw the prices for many of their products diminished due to health advice that perhaps has not proven to be correct. So I think being able to bring everyone to the table and for everyone's viewpoint to feel valued is important. One of the great challenges we have right now is that much of the discussion is focusing on what is happening in high-income countries in the global north, where we're being told that we should eat less meat or no meat at all, when we have many millions of children and women around the world who do not eat enough animal source food. And unless they are able to increase the amount of animal source food that they eat, they will have problems at having a balanced diet. So we need to find a way to bring our globe together so that we understand our different circumstances and we understand our physiology. And to my understanding, we will have a better carrying capacity on this planet if we have a mixed diet, mostly plants with a little bit of animal source food. But this needs to have a good conversation, and farmers need to feel that they can come to the table and be valued as participants in what is a really important discussion. I'm not sure if I've actually answered your question. Si, effectivement, et vous apportez un autre élément qui est où se situe l'équilibre et où se situe le bon fonctionnement de cette chaîne vertueuse. Faut-il rester dans une même logique de nutrition? Et c'est vrai que c'est un des éléments, on parlait de l'institutionnalisation, c'est un des éléments aussi, c'est-à-dire avec quoi faisons-nous tourner la roue? Avec plus de végétal, plus d'animal, dans quelles conditions? Et Monsieur Benhamou, vous qui êtes plutôt dans la logique du végétal, vous me demandiez la parole. Alors, c'est peut-être une question complémentaire, mais que pensez-vous de ça? Oui, alors l'équilibre entre végétal et animal, je pense qu'il faut le regarder de façon différente si on le regarde dans les pays développés ou dans d'autres pays. Il y a dans un certain nombre de pays, en fait, un manque de protéines animales. Et avoir un raisonnement qui est de dire il faut baisser la consommation de protéines animales au niveau mondial est peut-être pas tout à fait satisfaisante, même si au contraire, dans certains pays, on peut effectivement avoir une volonté d'aller plus vers du végétal et moins vers de l'animal. Donc je pense que la diversité qui existe entre les pays doit être considérée prise en compte sur ce point. Je voulais revenir, et par contre, même si je représente plutôt des filières végétales, n'oublions pas que pour boucler les cycles de nutriments, on a besoin d'animal. Sans les déjections animales, on va avoir du mal à fertiliser les sols. Donc pour le végétal également. Donc on a besoin d'un certain équilibre pour que tout ceci fonctionne.
Moi, je voulais répondre en fait à la question que vous posiez sur comment fait-on fonctionner tout ça, tenir tout ça ensemble, puisqu'on est sur vous parliez de chaîne vertueuse ou de cycle vertueux plutôt que de chaîne vertueuse. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir les choses sous forme un peu d'une chaîne de valeur, depuis le producteur jusqu'au consommateur, de la fourche à la fourchette. J'aurais un peu tendance à vouloir inverser les choses et dire il faut aussi raisonner de la fourchette à la fourche. C'est de quoi a-t-on besoin et comment va-t-on adapter les productions pour en tenir compte. Et c'est tout cet ensemble d'éléments doit être considéré, je pense, dans une logique d'éducation plus que de formation. Et ça, pour moi, ça rejoint le titre de ce forum aujourd'hui, qui était l'agriculteur garant du One Health. L'agriculteur garant du One Health, je trouve que ce serait une bonne idée, mais il faudrait penser à intégrer aussi peut-être davantage de végétal dans le concept de One Health, qui souvent a été défini initialement. Et je vois qu'il y a eu des questions là-dessus et une réponse de Robin à ce sujet. C'est la santé du végétal en tant que tel doit être considérée. Le végétal n'est pas uniquement un élément de l'environnement, c'est aussi un élément de production. Et on doit aussi le voir sous cet angle. Et sa santé peut être peut-être dans les futurs ou dans les évolutions du concept de One Health peut-être un peu plus marqué. Nous avons une question, et puis c'est quelque chose qui me trottait dans la tête aussi, sur le fait qu'on vit une période un peu particulière avec cette crise du Covid. Et en quoi cette crise génère, je dirais, à la fois, elle génère des déséquilibres, enfin, ou des rééquilibrages, et des prises de conscience. Est-ce que c'est des prises de conscience, et est-ce que ça va être au service de l'amélioration de cette dynamique One Health? C'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, effectivement, c'est que on sait qu'on sera 9 milliards d'habitants, et donc il y a un effet aussi d'augmentation de la demande. Donc entre augmentation de la demande et déséquilibre, je dirais, lié à une crise, comment vous pensez, et quels sont les éléments qui pourraient apporter des solutions vertueuses? Je parle plus particulièrement à Thierry et Robin sur ces sujets-là. Donc, en quoi ça vous interpelle? Thierry, vous voulez répondre? Oui, si je peux commencer par déjà le lien entre, on va dire, équilibre, biodiversité et santé. Il y a une question dans le chat qui est est-ce que la pandémie a pour origine ce déséquilibre et qui aurait induit une promiscuité de l'homme avec et de ses activités avec l'animal sauvage issu de la déforestation. Alors, les travaux sur le lien entre biodiversité et santé sont anciens, ne sont pas tous concordants, mais quand même, il y a un des éléments et un principe qui a bien été édicté, c'est ce qu'on appelle le principe de dilution, c'est-à-dire que dans un écosystème avec pas mal de biodiversité, on a une dilution du pathogène chez un certain nombre de mammifères qui fait que l'animal ou l'homme qui arriverait dans cet environnement ne serait qu'un acteur parmi d'autres et donc pas particulièrement touché à partir du moment où il y a des réservoirs de ce pathogène qui ne tombent pas malades par ce pathogène. C'est ce qu'on appelle l'effet de dilution. Donc, ce qui est décrit dans la crise actuelle ou dans d'autres crises qui ont existé, le H1N1 et autres, c'est que, par exemple, la question de la déforestation, le problème de la déforestation, c'est un problème de changement de contact entre l'homme, de par ses pratiques, c'est-à-dire que sur le front pionnier de la déforestation, l'homme va se retrouver en contact avec des espèces animales sauvages avec lesquelles il n'était pas en contact et qui peuvent elles-mêmes être hébergées des pathogènes et des pathogènes potentiellement qui peuvent devenir dangereux pour l'homme. Donc l'origine, elle est assez claire qu'elle est liée à un déséquilibre. Et plus on aura de déséquilibre ou de fragilité de nos socio-écosystèmes, plus on va induire des déséquilibres. Mais ces déséquilibres ne seront pas liés qu'à la biodiversité. Ils seront liés à la biodiversité d'une part, mais ils seront liés aussi à l'ensemble
l'économie mondiale avec la mondialisation, les transports, et c'est ça qui va entraîner des crises mondiales et non pas des crises locales. Donc c'est un peu plus complexe que ça, mais il est clair qu'il y a un lien avec perte de biodiversité, déforestation et santé. Et après, j'ajouterais que je laisserai peut-être parler quelqu'un d'autre sur l'alimentation et les 10 milliards d'êtres humains sur la planète. Mais quand même, on sait très bien que les famines actuelles et les problématiques pour nourrir la planète sont plus liées à l'accès à l'alimentation qu'à la production totale actuellement. C'est vraiment l'accès qui pose problème dans les territoires du Sud. Et donc, ensuite, il y a plein de façons de nourrir et de produire. Et ce qui est mis en cause, ce n'est pas la production en grande quantité, c'est la monoculture sur des territoires extrêmement importants qui induit des déséquilibres avec l'utilisation massive de pesticides et avec des conditions complètement artificielles dans lesquelles la biodiversité n'est pas préservée, donc la santé n'est pas préservée. Donc il y a certainement d'autres modèles, y compris des modèles qui permettent de produire suffisamment. Robin, qu'est-ce que ça vous interpelle? You're wondering my comment in relation to the comment from Isabel? Yes. So I'm hoping that I'm interpreting it correctly. I think the issue and the concern about pathogen emergence from wildlife, clearly it's a real concern, but it's much more about us than it is about the wildlife. She has identified the problem with deforestation. I think the other issue is we need to ask ourselves, why do people want to buy these products? And in many cases, it's because they are concerned about the domestic production of food. There have been, in many parts of the world, including in Asia, problems with contamination of food, use of hormones, use of antibiotics. And so consumers are not convinced that industrially produced food is good quality. And so they go and they seek out what they feel is more organic or more natural. Certainly in terms of the ratio of the nutrients in a carcass, a wild animal tends to have a better nutrient profile in terms of our health. But I think it's very complex, and in terms of COVID-19, we still don't know exactly where this virus has come from. And I don't think that just thinking that we should be closing wet markets is going to solve our problem. Wet markets in places where you don't have a good cold chain are essential. It's where you get your fresh food, your fresh vegetables, your fresh food. So looking at ways to improve sanitation and hygiene in markets, and also to have food safety as being paramount, whether it be food that has been legally harvested from the wild or food that is being produced industrially. So food safety, and then safety along the value chain, including marketing, is very important. And once again, I'm not sure that I actually answered the question. Mais c'est une très bonne remarque. Je suis vraiment désolé, c'est un sujet qui effectivement à la fois passionne et nous permettrait de rester des heures, mais malheureusement il nous reste 3 minutes et je voudrais donner la parole à chacun et qu'en une phrase, chacun puisse délivrer son message justement sur cette dynamique à mener, sur ces éléments complémentaires qui sont à mener pour que cette santé unique prospère et évolue au-delà de vos initiatives qui sont déjà d'une très bonne qualité. Donc, je vous demande une phrase, un message pour aller plus loin sur la santé unique. Parole aux dames, Robin. One phrase? Yes, one sentence. One sentence, know yourself and know where you are, and then try to figure out the lightest way of living. Monsieur Benamou. Pour une santé unique, une action
transition résolument pilotée par l'aval. Voilà. Il faut une conscience des consommateurs, une conscience des producteurs, des transformateurs. Il faut une conscience de tous. Monsieur François. Qui ça? Je dirais construire ensemble des socio-écosystèmes peu favorables aux émergences et en équilibre. Monsieur Schmitt. Quelques mots-clés. Diversifier l'alimentation dans une vision globale, fédérer les compétences et promouvoir l'éducation. Ouais. Alors, moi, je me permettrai de n'avoir qu'un mot. C'est le mot nourrir. Il a été souvent prononcé dans notre débat. Nourrir les sols, nourrir les plantes, nourrir les animaux, nourrir les hommes, parce que je pense que nourrir, c'est le carburant de l'action. Donc, nourrir, c'est pas forcément nourrir, c'est donner aussi, c'est nourrir les consciences, c'est nourrir la science, et tous ces éléments-là. Bien, mesdames, messieurs, au nom de l'organisation Planéta, je tenais à vous remercier, à la fois les panélistes et puis pour votre contribution très inspirante. L'ensemble des personnes qui sont derrière les manettes, aussi les organisateurs qui aujourd'hui ont généré ce webinaire, et puis les auditeurs qui nous ont suivis et que nous invitons à rester connectés avec Planéta pour pouvoir continuer à contribuer au développement de cette démarche sur l'agriculture. Et donc, avant de clore ce webinaire et la série des 4 webinaires, Monsieur le Président de la République a souhaité nous délivrer son message, sachant que vous savez que le Président de la République assure le haut patronage de Planéta. Donc, si vous voulez lancer le sujet. Bonjour à tous. Je tenais à m'adresser à vous à l'occasion de cette dernière séance du Forum international 2020 de Planète A pour saluer le formidable travail accompli. Au cours des précédents échanges, vous avez esquissé des pistes, proposé des solutions pour accroître l'autonomie alimentaire des Européens, renforcer le dynamisme économique des territoires et protéger notre environnement. Vous avez pris à bras le corps un double impératif qui, il y a peu encore, semblait contradictoire. Concilier souveraineté alimentaire, qui implique de produire en quantité suffisante, et écologie, qui implique de produire dans le respect des sols et de la biodiversité. Et vous avez montré qu'il n'y avait pas là de dilemme à trancher, mais bien un défi à relever. Et que cette ambition était non seulement permise, mais nécessaire. Vos réflexions s'inscrivent en complète résonance avec l'actualité. Les conséquences de la pandémie, la montée des tensions internationales, comme le changement climatique. Mieux, elles ébauchent des propositions d'action qui font de Planète A et de ses AgriTalks 2020 un nouvel éclaireur de lanterne pour les décideurs publics. C'est de cela, tout d'abord, dont je voulais vous remercier. Vous dire aussi que tous ces enjeux de souveraineté, de sécurité alimentaire sont bien au cœur des priorités de la France pour l'Union européenne. Cela fait 60 ans désormais que nous sommes engagés dans une politique agricole européenne commune qui contribue à garantir à l'échelle de l'Union la maîtrise de notre alimentation. C'est la bonne nouvelle, la bonne approche, et nous continuerons de creuser ce sillon de la souveraineté au socle de l'Europe. J'ai défendu avec force la place de cette politique dans l'action européenne comme dans son budget, et nous avons obtenu des résultats. Nous défendons depuis longtemps dans les accords commerciaux des règles garantissant le respect de nos préférences collectives en matière sanitaire et de plus en plus en matière environnementale pour mettre en cohérence notre agenda commercial avec notre agenda productif européen et national. C'est une exigence pour la qualité de nos produits, une exigence pour la santé des Européens, une exigence pour la survie de notre planète, une exigence vis-à-vis de nos agriculteurs. Nous leur demandons des efforts, nous devons demander les mêmes à celles et ceux qui importent sur notre sol. Aujourd'hui, la France porte une politique agricole européenne rénovée pour relever les défis du changement climatique, améliorer notre autonomie agricole et alimentaire et accélérer la transition environnementale.
Face à ces enjeux, chacun doit prendre ses responsabilités. L'Union européenne, d'une part, en se fixant un cadre stratégique clair, ce que la Commission européenne a commencé à faire en proposant ces deux stratégies, de la ferme à la table et biodiversité, et les États membres, d'autre part, en appliquant cette stratégie dans leur territoire, dans leur filière. Je soutiens pleinement ces initiatives. En France, les États généraux de l'alimentation ont permis de lancer des plans de filière qui intègrent tous ces enjeux de souveraineté et de sécurité alimentaire, de transition environnementale, et qui se déclinent très concrètement, production par production, avec les agriculteurs, les industriels, les consommateurs, les distributeurs, l'ensemble des parties prenantes. Nous avons des projets auxquels je tiens beaucoup. Je veux notamment que nous retrouvions notre autonomie sur les protéines. Nous venons de lancer le plan protéines, le 1er décembre, et que nous cessions ainsi d'importer des produits issus de la déforestation pour l'alimentation du bétail. Cette stratégie, annoncée par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ce 1er décembre, qui soutient le développement des cultures riches en protéines et des fourrages pour l'alimentation animale et pour l'alimentation humaine, est un pilier de cette stratégie qui réconcilie notre souveraineté et notre lutte pour la biodiversité contre le réchauffement de la planète. Cette stratégie est dotée de 100 millions d'euros dans le plan de relance et elle va maintenant se déployer. De même, la France a été à l'initiative de la démarche internationale 4 pour 1000 sur les sols et le stockage du carbone dans les sols. Il nous faut exploiter en effet le potentiel des sols agricoles dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et bien souvent, nous avions oublié ce formidable potentiel qui a été avec des trésors d'énergie, d'innovation, développés par nos agriculteurs, nos organisations sur le terrain. Aujourd'hui, vos échanges portaient sur les liens entre la santé des hommes, des animaux et des écosystèmes. Cette chaîne biologique qui structure la santé du vivant et dont les agriculteurs sont les garants. C'est cette approche à laquelle je crois et que nous avons fait nôtre il y a quelques jours, le 11 et 12 novembre, lors du Forum international de Paris pour la paix, en lançant l'initiative Une santé, One Health, approche transversale qui englobe la santé publique, la santé de la planète à toutes les échelles, locales, nationales et planétaires, qui invite l'ensemble des organisations internationales à réconcilier justement la santé humaine, celle du vivant et l'environnement. La pandémie mondiale est une sonnette d'alarme qui nous rappelle cruellement que ces enjeux doivent être envisagés à l'échelle d'une coopération internationale. Je serai à vos côtés un inlassable coopération internationale. Je serai à vos côtés un inlassable promoteur de ce travail commun que j'appelle de mes vœux de conférences en sommets internationaux, et je ne lâcherai rien de ce combat crucial pour notre avenir. C'est un combat où nous devons tous nous unir et où nous devons unir toutes nos forces. Nous avons besoin de femmes et d'hommes qui réfléchissent, proposent, agissent comme vous le faites. Alors merci. Merci véritablement d'être des acteurs de terrain, des chercheurs, des engagés. Merci à toutes et tous. Cher Benoît Apparu, je me souviens lorsque vous m'aviez présenté ce programme, cette ambition, Planète A, c'est maintenant une formidable réussite. Et merci à toutes celles et ceux qui la font vivre. Votre engagement à penser l'agriculture et la planète de demain est essentiel. Le gouvernement est à vos côtés, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, l'ensemble des grandes filières, nos instituts de recherche, l'INRAE au premier chef, et bien évidemment, je le sais, l'ensemble du monde agricole croit dans cet avenir. Nous avons formidablement réussi à nourrir la France, l'Europe, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons aujourd'hui à réussir une transition qui est au moins aussi ambitieuse. Nourrir de mieux en mieux, nourrir en préservant la biodiversité de mieux en mieux, nourrir en gagnant la bataille contre les dérèglements climatiques, dans le respect des agriculteurs, de notre agriculture et des consommateurs citoyens que nous sommes. Alors merci pour cette contribution et cette ambition pour la ferme française et l'agriculture en Europe et dans le monde. Merci à vous.